Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à RabbitMQ, et aujourd'hui dans cette 20e vidéo dédiée à RabbitMQ, on va s'intéresser à installer RabbitMQ en mode cluster sur un cluster Kubernetes sans opérateur, donc je précise bien sans opérateur, c'est-à-dire pour découvrir un petit peu les différents éléments qui vont être nécessaires pour mettre en place un cluster RabbitMQ sur Kubernetes. Vous allez voir que c'est pas hyper compliqué, il y a quand même pas mal de petits points d'attention à avoir, mais c'est assez sympathique à faire. Alors, avant de commencer, on va essayer de passer un petit peu en revue tout ce qui est nécessaire pour avoir notre cluster RabbitMQ. Donc on va chercher à avoir un cluster RabbitMQ, hop, comme ceci, on va essayer de le faire assez vite, avec 3 nœuds, donc ici, hop, voilà, on va mettre ça un petit peu plus grand, voilà, comme ceci, donc on va avoir 3 nœuds qui seront des pods sous forme de réplica et qui seront dans un stateful set, puisqu'on est sur de la donnée persistante. On va profiter des atouts des stateful sets que je vous invite à aller voir dans la playlist dédiée à Kubernetes. Derrière, donc, on va également s'intéresser à... Donc tout ça, c'est dans un stateful set. Hein. Ici, voilà, ça va être géré par le stateful set. Derrière, bien sûr, il nous faut de la persistance au niveau de la data. Là, on va faire quelque chose de pas performant, c'est-à-dire qu'on va utiliser du NFS en plus local, rien de terrible. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que le NFS, bien sûr, c'est pas forcément performant, mais derrière, ça peut suffire suivant les cas d'usage. Vous allez voir que nous, ça va nous permettre d'avoir un petit cluster. Bien sûr, tel qu'on va le faire, c'est pas forcément de la meilleure manière de le faire. Donc nous, notre cluster, il est là. Notre cluster est ici. Hein. Si je fais un kubectl getPod KGP, ici je suis sur mon cluster, et sur la même machine où j'ai mon cluster, j'ai un volume /srv RabbitMQ qui est qui existe. Alors on va le cleaner un petit peu, il y a un petit peu de bazar là-dedans, certainement lié au précédent run. Voilà. Donc on a notre ici notre srv RabbitMQ, et si je fais un export fs, hop là, avec un petit sudo, ça passera mieux. On a ici donc notre volume qui est servi sur notre NFS, qui est un serveur en dehors du cluster, mais qui sert notamment de client pour Kubernetes et tout un tas de petites autres choses. Derrière, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc du coup, pour servir ces éléments-là, il nous faut un PV, des PV même, c'est-à-dire autant que de stateful set, et il nous faut également des PVC, également au même nombre, pour le coup. Et du coup, pour se faciliter la vie, on va passer par un outil qu'on a déjà vu dans la playlist dédiée à Kubernetes, que je vous invite à aller voir, et on va utiliser ici le NFS Provisioner, qui est très pratique, pour servir les volumes. Donc du coup, là ici, on va avoir ces volumes, ce NFS, qui va être servi ensuite sous forme de PV et de PVC ici, qui seront ensuite servis pour chacun des réplicas qui correspondent, et tout ça en mode dynamique. Donc ça, c'est assez sympathique. Derrière, qu'est-ce qu'il va nous falloir encore pour gérer notre cluster RabbitMQ? On va utiliser le Pod Disruption Budget, donc PDB, qui lui va permettre de faire une chose, c'est de préciser tout simplement que tout ce qui est dans le recadré qui est là, en gros, on va mettre le fait que on veut qu'au maximum il y ait un seul réplica qui soit non disponible. C'est-à-dire par exemple quand on va lancer un upgrade, donc en modifiant une image, etc., eh bien on va forcer Kube, quoi qu'il arrive, à ne jamais sortir plus d'un nœud à la fois, puisque ce serait un petit peu plus embêtant et catastrophique. Donc ça, ensuite, alors qu'est-ce qu'on a besoin pour nos stateful sets? On a besoin de config map, d'une config map qui va contenir la conf en particulier spécifique à Kubernetes, avec un plugin de discovery au niveau de Kubernetes qui va permettre du coup de faire le lien entre chacun des nœuds ici. Donc pour pouvoir que chacun des nœuds puisse se reconnaître et bien sûr rentrer dans le cluster. Donc comme ceci, donc toutes nos config maps vont être chargées et récupérées comme ceci. Hop. Et les secrets, c'est guère que le Erlang cookie qu'on va retrouver dedans. Donc ça, c'est
assez facile et voilà. Donc derrière en plus il nous faut encore un autre élément, c'est-à-dire pour pouvoir accéder à ces pods, il va nous falloir bien sûr un service, et au-dessus du service il va nous falloir également un ingress pour pouvoir rentrer et router le trafic vers nos pods en question. Alors là, le choix a été fait de voir un seul service qui va regrouper différents ports sans service headless. On aurait pu faire un service headless qui aurait repris la totalité de la communication qui est là entre les nœuds sur un port spécifique. Là, en l'occurrence, tout est regroupé dans un seul service qui n'est pas headless. C'est pas très problématique, ce serait éventuellement quelque chose à améliorer. Donc là, on a notre trame globale un petit peu de l'ensemble des choses, à savoir que pour la configuration ici, elle va être initialisée par un init container qu'on va retrouver à chaque déploiement de réplica. Donc cet init container, il va faire juste que de reprendre la config map qui est là et de charger ça en configuration dans un fichier qui va être servi ensuite au pod à côté. Donc on va commencer, le but ça va être d'obtenir ceci. Donc on va commencer tranquillement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc tous mes fichiers sont ici, on va faire un scp de tout ce qui est ici, voilà, dans le répertoire RabbitMQ sur la machine distante. Voilà, donc du coup ici sur mon répertoire je retrouve l'intégralité des éléments. Il faut juste avant que je fasse un kubectl create namespace, on va créer deux namespaces, le premier pour le provisionneur NFS, le deuxième pour RabbitMQ lui-même, le cluster lui-même. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on va se mettre donc du coup dans le namespace NFS. Voilà, donc kubeENS que j'utilise. Donc je me rends dans le namespace NFS. Je vais checker donc le provisionneur ici. Donc le provisionneur on l'installe dans le namespace NFS. Rien de très particulier, c'est une Helm release, vous voyez, et qui va récupérer les éléments ici. Derrière, on va lui préciser le serveur NFS, donc qui est notre serveur justement sur lequel on est et qu'on a vu tout à l'heure, et notamment le répertoire SRV RabbitMQ. Donc kubectl apply-f. Voilà, j'ai été un peu trop vite, bon c'est pas grave. Donc -f, et du coup on a installé tout, donc, du coup c'est pas très grave. Nous ce qu'on voulait simplement c'est vérifier qu'on a bien installé ici notre serveur NFS. Ensuite on va passer dans le namespace RabbitMQ. Hop, voilà, bah, si ça se trouve il est en train déjà de faire tourner les choses, c'est pas très grave. Donc derrière on a une config map qui contient deux clés, une clé enable plugin avec la liste des plugins à activer terminée par un point ici, et très important, vous voyez qu'on a un plugin spécifique lié au Discovery Kubernetes, c'est-à-dire que pour découvrir les pods qui appartiennent ici à notre cluster Kube, on va utiliser un airbag qui va permettre d'interroger l'API de Kube pour lister les pods en question. Donc ça c'est quelque chose qui est important et ça va permettre de faire le peer discovery de notre cluster RabbitMQ. Ensuite ici on désactive la loopback en local, donc l'accès uniquement local pour le user guest. Bien sûr en production on évitera de faire ça. On supprimera ou on changera le user au moins par défaut. Listener on écoute sur le port 5672, donc ça c'est le port toujours qui ne change pas pour la communication AMQP, et puis on a le 15672 qui est celui de l'interface graphique. Derrière on indique qu'on utilise le peer discovery, on indique également donc où joindre l'API Kube, on va dire qu'on utilise le format hostname pour l'adresse type, et derrière quelques petits éléments sur les warnings dans les logs. Donc derrière, on a également un secret. Le secret, lui, c'est le RabbitMQ Erlang Cookie, qui est défini sous forme de base 64, hein, donc c'est pas du secret au sens, ce n'est pas sécurisé. On a le airbag qui lui est très important, du coup pour interroger l'API de Kube. On crée un service account qui s'appelle RabbitMQ. Ce service account utilise un rôle RabbitMQ. Ce rôle va lui permettre d'interroger les endpoints, comme on l'a déjà vu dans la playlist Kubernetes pour monter par exemple Prometheus. Et bien ensuite on utilise les verbes get, list et watch, puisque nous ce qu'on veut c'est juste lister des éléments. Et bien sûr on fait un role binding entre les deux, très important. Ensuite on a donc le pod description
budget. Donc lui, on va juste le définir comme ceci. On va lui dire que sur un match label RabbitMQ, puisque tous nos pods vont avoir un label app avec une valeur RabbitMQ, et bien du coup, on va lui dire, ok, le nombre maximum de non disponibles est de 1. On a également donc le service avec différents ports, notamment le port 4369 qui est le port de discovery. Celui-ci, on pourrait le mettre ailleurs dans notamment un service headless. On a le port AMQP qu'on a vu et on a le port de l'interface graphique. Toujours sur un sélecteur app RabbitMQ, puisque dans le stateful set, on va les initier nos pods avec ce label. Ensuite, on a l'ingress. L'ingress, on le retrouve ici. Qu'est-ce que l'on fait? On va tout simplement dire que on va chercher à avoir un host rabbitmq.cube que l'on va joindre, donc via notre navigateur. On a également du coup ici le back-end, très important, sur le service qu'on vient de voir tout de suite, et sur le port 15672. Alors si on regarde un petit peu ici, voilà, donc là on a notre cluster qui est up, hein, le temps de ça, parce que j'ai été un petit peu trop vite. Le stateful set, lui, très important. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Première chose, on va lui dire qu'on utilise le service qu'on vient de créer tout à l'heure, donc le service name, le nombre de réplicas dans notre cluster, 3, le match label selector RabbitMQ, donc pour rattacher les pods au stateful set, et ensuite l'usine à template de pod du stateful set, c'est-à-dire que derrière on va définir un label app RabbitMQ qui va permettre de matcher avec le match label au-dessus, et les spécifications, notamment première spécification, on va dire que dans nos pods on veut utiliser avoir le service account RabbitMQ pour pouvoir utiliser l'API. Ensuite un init container. Cet init container, ce qu'il va permettre de faire, c'est, vous voyez, de faire une ligne de commande à base d'une image BuzzyBox et de copier les fichiers de la config map dans /tmp config, et notamment ensuite pour pouvoir le recopier dans /config que l'on voit ici. On a la même chose sur les plugins juste en dessous, et tout ça, bien sûr, on monte les volumes qui correspondent à chacun pour notamment tout ce qui est config. Ensuite, on a la liste de nos containers. Donc une fois qu'on a l'init container qui a été lancé, on va pouvoir lancer notre RabbitMQ en version 3.10.1 dans ce cas de figure-là, définir les ports qu'on va utiliser, limiter les ressources et le request nécessaire. Et ensuite, là, très important, on a une série de variables d'environnement. Première variable d'environnement, comme on est dans Kubernetes, on va vouloir récupérer le pod name, donc on va utiliser un field path, donc là c'est vraiment de la metadata cube, donc pour lequel on va définir du coup ensuite une variable d'environnement RabbitPodName. On fait la même chose sur le namespace et ça va nous permettre de définir ici le RabbitMQ node name. Ce RabbitMQ node name, c'est celui qu'on va redécouvrir juste à côté, ici dans la dénomination qu'on retrouve ici. Donc on retrouve son adresse intégrale, c'est ce qui va permettre également aussi de le joindre quand on va avoir un join au niveau du cluster qui est réalisé entre un pod par rapport à un autre, et bien c'est comme ceci, à partir de cette adresse qui va être réalisé. On va dire qu'on va utiliser le long name, c'est le nom qu'on va avoir ici, on pourrait ne pas utiliser le long name. On va dire que la conf RabbitMQ est dans /config/ RabbitMQ. On va injecter le Erlang cookie, qui est notre secret RabbitMQ secret avec sa clé RabbitMQ Erlang cookie, donc c'est la valeur qui sera injectée dedans. Et puis également un hostname suffixe, de manière à faire en sorte que si on veut passer sur un short name, etc., on va pouvoir, RabbitMQ lui-même va pouvoir découper et se dire, ok, moi, le suffixe, c'est ce bloc-là, donc je garde que la première partie. Donc là, c'est si on avait passé à false. Ça c'est le suffixe. Et derrière, on fait des montages, et notamment donc les montages de la config, du plugin également, et derrière, très important, le montage du varlib RabbitMQ, qui est là où on va stocker les datas. Donc RabbitMQ data, c'est le nom du volume en question. Si on va à la fin, on voit qu'on a un volume claim template, puisqu'on est dans un stateful set, qui s'appelle donc RabbitMQ data, qui utilise le storage class NFS client. Donc derrière, il a pu faire le travail et pouvoir affecter 100 mégas de ce NFS client. Si on fait un kubectl get pv, on va retrouver un PV par, hop là, on va dézoomer un peu, un PV par pod.
on doit avoir ici, hop, alors je sais pas, il y a peut-être un reliquat de par ailleurs, puisqu'on dirait qu'on en a 4. C'est pas très grave. En tout cas, il en recrée un à chaque fois de toute façon. Et on a nos PVC à côté. Hop, ici, vous voyez qu'on en a bien 3. Là, ici, on doit en avoir un de trop. Je vais pas m'amuser à le supprimer, ça sera assez facile à faire, mais je vais pas le faire. Donc derrière, donc on a nos 3 PVC qui ont été créés également, donc grâce à notre stateful set. On avait passé outre, mais on a besoin d'avoir plusieurs éléments, donc le liveness probe, pour savoir quand un pod est up, donc, mais juste up. Donc pour ça, on passe la commande RabbitMQ diagnostic status, ça veut dire qu'on a RabbitMQ, on a initial délai à 60 secondes, période à 60 secondes et timeout au bout de 15 secondes. Et ensuite, on a le readiness probe pour savoir si réellement il est up sur le RabbitMQ diagnostic ping. Et là, vous pourriez retravailler un petit peu ces éléments-là si vous le souhaitez. Donc là, bah, finalement, je fais un kubectl get pod, on a ce qu'il nous faut. On a notre cluster qui est fonctionnel, hein, vous voyez, donc sur rabbitmq.cube. Donc bien sûr, moi tout ça c'est fonctionnel parce que si je fais un cat de /etc host sur mon laptop, j'ai été tapé sur le LB de mon cluster cube, puisque j'ai ici mon rabbitmq.cube qui tape sur mon LB. Ce LB, il fait référence à un Vagrant file ici, si on se rend donc... Vous avez le lien dans la description, dans la Vagrant stack. Ici, vous retrouvez AutoCube et c'est tout mon Vagrant file dédié à différents cas de figure avec le cluster cube. Derrière, on peut s'amuser à faire un petit test. On va passer RabbitMQ en toute dernière version, me semble-t-il. Donc, on est en 3.11.0. Hop là, 0. Et donc, on va faire un kubectl apply-f de sts de notre stateful set, et donc là c'est parti. Donc du coup il va terminer un des nœuds, donc il va le sortir ici, hop, voilà. Donc on va attendre quelques secondes, il faut le temps qu'il le termine proprement hein, quand même. Donc normalement si je fais un ls-la sur /srv rabbitmq, vous voyez qu'ici on retrouve bien nos 3 volumes hein, de data, donc un répertoire par PV en question, ici. Comme je vous disais tout à l'heure, on aurait pu cleaner facilement. Et derrière, donc c'est ici qu'on retrouve nos données qui sont bien présentes. Et on pourra, du coup, si nécessaire, les extraire, les réutiliser, etc. Donc si on regarde kubectl get pod, on se retrouve donc avec un running, mais qui n'est pas encore complètement up. Le liveness n'est pas encore passé. Le readiness n'est pas encore passé. Donc ça va demander quelques secondes encore. On va le mettre en W, voilà. Donc ça devrait plus tarder. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est... Là où est le plus dur du travail finalement, c'est le stateful set. Vous avez la documentation RabbitMQ hein, qui fournit des éléments par rapport à tout ça. Vous avez aussi des exemples dans la documentation RabbitMQ qui permettent d'avoir également des éléments. Alors, je sais pas où il en est. Tiens, c'est étonnant qu'il ne soit pas encore up. Ouais. C'est peut-être le mauvais exemple parce que peut-être qu'on avait quand même des changelogs qu'on aurait dû regarder dans notre nouvelle version, mais bon, broker, si, il a l'air d'être bon. Hop, voilà, donc là il en a fait un, il est en train de passer au second. Là, on peut rafraîchir, voilà. Donc là j'ai eu de la chance en rafraîchissant, j'ai load balancé sur le pod qui a déjà été mis à jour, et vous voyez qu'on vient de passer en 3.11.0. Si je rafraîchis de nouveau, peut-être qu'on va switcher, non, il nous laisse ici. Donc là, il est en train de faire toujours la mise à jour du cluster. On va attendre quelques secondes encore. Voilà, donc en running. Alors, on peut ajuster après un peu plus pour que ça aille un petit peu plus vite. Néanmoins, on est quand même sur RabbitMQ, on est sur quelque chose qui utilise des protocoles Raft. Hein. C'est vrai que là, on n'a pas de queue, hein, donc ça va très vite, etc. Si on avait des queues de type quorum en plus, avec des élections, bien sûr, il ne faut pas aller trop vite. Ce qui est bien
dans le fonctionnement actuel, c'est que on a quelque chose qui va pouvoir permettre de faire des mises à jour automatiques, hein, quand même. Donc c'est quand même assez confortable. Néanmoins, le but c'est pas d'aller trop vite parce que sinon derrière on peut faire de la casse et ce serait un petit peu dommage. Voilà, donc là on va voir le dernier qui va être initialisé et ils seront tous passés. Donc là vous voyez, on voit ici la version 3.11.0, pour l'instant lui il est en unknown. 3.11.0 également ici. Voilà, hop, ça devrait aller assez vite. Alors là il faut le temps qu'il télécharge l'image BuzzyBox, il fait son petit travail, ensuite il place en running. Je suis pas très à l'aise avec le "-w", hein. C'est pour ça que vous voyez souvent faire plutôt rafraîchir que de faire du W. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas l'ordre des choses. Je préfère faire un watch à la rigueur que de faire ça, mais le watch du coup ne prend pas mon alias, hein. Donc je serais obligé de faire kubectl getPod avec le watch tout simplement comme ceci. Kubectl getPod comme ceci. Toc, voilà. Et là on l'a bien. Donc là on est à 0 sur 1 toujours. Hop. Bon, de toute façon, il a déjà rejoint le cluster. Après, c'est juste une question de check. On a quelque chose de fonctionnel. Voilà, donc vous avez dans la description deux choses importantes. Vous avez d'une part le code des manifestes Kubernetes, donc ça très important. Et vous avez également le lien vers le vagrant file qui correspond à notre cluster AutoKube. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc là, bon, il va passer. Voilà, et ça, c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.